Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter du rôle du gardien pour déjouer les pressings. Le gardien, c'est un rôle qui a énormément évolué ces dernières années et qui est encore amené à évoluer de façon incroyable parce que des gardiens comme par exemple Neuer, on n'en voit pas encore tant que ça. Et surtout, Neuer, c'est pas non plus l'aboutissement du gardien. C'est un poste qui est amené à toujours évoluer comme les autres postes, mais peut-être encore plus que les autres postes à l'heure actuelle. C'est sur ce poste qu'on voit le plus de mouvements, de changements, parce que le gardien est quand même unique. Il constitue sa propre ligne en soi, c'est ni de la défense ni de l'attaque à proprement parler, son propre poste. Il est seul à son poste sur le terrain, c'est son propre style de jeu qui semble isolé du reste de l'équipe. Vraiment, gardien, c'est un poste particulier, très clairement. Pourtant, le gardien, il est vraiment connecté avec les joueurs de champ. Et ça c'est évident, on pense aux relances, on pense aux arrêts, on pense aux passes, on pense à tout ça. Et le gardien, il influence énormément le cours d'une partie, le cours d'un match. Tout simplement parce qu'il a beaucoup entre ses mains. Il peut faire le lien entre tous les joueurs parce qu'il peut distribuer à quasiment n'importe quel joueur. Il a tout le terrain devant lui, il a quasiment rien derrière lui. Il peut faire varier le rythme, calmer le rythme. On pense toujours à ces gardiens qui peuvent récupérer la balle à la main et qui attendent que le joueur adverse vienne presser pour gagner du temps. Il peut distribuer le ballon n'importe où. Ses arrêts sont importants. Donc vraiment, c'est un poste qui a de l'influence sur tous les secteurs de jeu. Les meilleurs gardiens sont capables de faire des relances qui aboutissent parfois à des passes décisives. Donc vraiment, c'est la plaque tournante de l'équipe. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Parce que le gardien, c'est la plaque tournante de l'équipe. C'est un petit peu c'est un petit peu comme on peut aussi concevoir un milieu central qui peut être une plaque tournante parce qu'il est sous pression, parce qu'il peut distribuer de tous les côtés. Bah, c'est un petit peu le même genre, c'est un rôle vraiment unique, vraiment particulier et qui est pour le coup le plus particulier parce qu'il est connecté avec tous les autres postes mais d'une façon très spécifique, très unique dont on vient un petit peu de discuter. Et donc c'est pour ça que le gardien, il a un rôle important dans le pressing. Le gardien idéal, évidemment, ici on va parler du gardien idéal, il doit être un atout pour son équipe et il doit aider à la construction du jeu. Alors, tout le monde ne peut pas être comme Neuer, et pourtant, on va voir des points essentiels pour être le gardien idéal en termes de pressing et contre-pressing. Et encore, Neuer, c'est une chose, parce que Neuer, il sort énormément de ses buts, mais il n'est pas forcément à la construction loin de ses buts. On l'a déjà vu faire ça, mais il n'était pas utilisé spécifiquement pour construire le jeu loin de ses buts. Quand il construisait le jeu loin de ses buts, c'est soit parce qu'il en sortait vraiment de façon imprévue et temporaire, soit il construisait le jeu mais plus proche de ses buts. Donc là, clairement, on va passer encore une étape supplémentaire et on ne pense pas juste au gardien d'aujourd'hui, mais on pense au gardien de demain. Donc le positionnement est très important évidemment pour déjouer le pressing. Alors, un gardien qui joue haut, ça a un avantage et un inconvénient en termes de pressing, en termes d'espace de jeu. On va commencer par l'inconvénient. Évidemment, la surface de jeu est réduite. Parce que si le gardien monte, bah là par exemple sur l'image là on a Onana. Si le gardien est là, il n'y a pas de joueur derrière, donc la surface de jeu est forcément réduite par la montée du gardien. Donc il y a moins de possibilités de passe. Par contre, ça importe un surnombre clair. Ici, ici, voilà, il n'y a pas vraiment de pressing de la part des adversaires, mais même si les adversaires montés étaient plus proches, on peut se retrouver à 4 joueurs de l'équipe d'Onana pour 2 joueurs adverses. Donc déjà 3 contre 2, il y a un surnombre, donc c'est intéressant pour le pressing. Alors là, 4 contre 2, c'est plus qu'intéressant. Donc le positionnement est très important. Et le positionnement va dicter un petit peu la disponibilité. Parce que euh, le positionnement, selon où on se positionne, on va pas avoir la même disponibilité, on va être plus ou moins pressé. Là, globalement, on voit que les deux gardiens ici, c'est Julian Pollersbeck, ne sont pas du tout pressés. En général, quand j'entends pressé, on parle d'environ avoir un joueur à plus ou moins 5 mètres de distance. Là, le joueur, s'il se rapproche un petit peu, s'il se rapproche, s'il coupe la distance en deux, s'il divise la distance en deux, ça serait quand même proche du pressing. Mais là, c'est aussi l'intérêt. Les joueurs adverses n'ont pas forcément d'intérêt à faire du pressing parce qu'ils vont forcément se retrouver en sous-nombre par rapport à la montée du gardien. Donc, même l'absence de pressing est justement une donnée dans l'appréciation du rôle du gardien dans le pressing. Donc là, en l'absence de pression spécifique, le gardien il peut chercher
une position sereinement. Là, Julian Pollersbeck a la balle au pied, dans laquelle il pourra amener une action. Parce que du coup, il peut faire ça sereinement, parce qu'il n'est pas pressé. Du coup, il apporte vraiment son nombre, le surnombre, de façon sereine. C'est un vrai avantage. Ça fait un joueur de plus dans la construction. Donc les défenseurs peuvent monter, les défenseurs peuvent bouger. L'inconvénient principal étant évidemment à ce positionnement très haut, que quand le ballon est perdu, le but est ouvert. Si là, Julian Pollersbeck ratait sa passe, par exemple une relance plein axe, bon là ça serait vraiment pas de chance quand même, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Derrière, il y a quasiment forcément but. Après, il y a d'autres possibilités qui existent. Il y a aussi la possibilité où il y a un pressing plus prononcé. En cas de pression active, il y a deux types de positionnement possibles, ça dépend de la pression. Ici, le gardien se rend disponible pour ses coéquipiers qui sont eux sujets à pression. Donc là, l'important, c'est que le gardien doit identifier d'où vient la pression pour qu'il puisse se démarquer de façon efficace sans prendre de risques. Après, il peut y avoir des situations dans lesquelles le gardien va être lui-même pressé en étant porteur de la balle. Ici, on revient à nouveau à Julian Pollersbeck. S'il y a pression sur le porteur de la balle qui est le gardien, là, la gestion n'est pas la même. Effectivement, les coéquipiers doivent être placés comme précédemment le gardien. Ils doivent être placés pour offrir des solutions de passe, pour être réactifs. Après, le gardien peut toujours évidemment relancer plus loin. On voit que là, il y a l'opportunité, il y a possibilité ici. Et puis, ça dépend également du jeu adverse. Ça dépend du positionnement adverse. Si les joueurs pressent beaucoup, on sait dans quelle zone ils vont presser. S'il y a deux buteurs, parfois, ils peuvent hésiter comment presser, donc ça peut créer des espaces en se plaçant entre les deux. Il y a beaucoup de possibilités. Mais le but à retenir, qu'il y ait de la pression ou non, là ici il n'y a pas de pression, ici il y en a, le but c'est d'être capable de créer des espaces et de les exploiter grâce au surnombre. Et c'est grâce à ça que l'on peut annihiler la pression. Mais du coup la question se pose, annihiler la pression, c'est pas juste faire du surnombre, c'est aussi que faire du ballon. Recevoir le ballon et faire une bonne touche, c'est crucial parce que si la touche est mauvaise, la passe derrière risque d'être mauvaise. Et l'objectif clé, c'est de faire la passe. L'objectif de la première touche et du positionnement du corps du gardien, c'est de pouvoir faire le maximum de passes possible et surtout la passe qu'il a identifiée. Là, le gardien, il a beaucoup de possibilités de passes, notamment les trois pointés avec des flèches. Après, il peut également jouer sur son ailier droit. Il peut jouer ailleurs, même si ça paraît peut-être moins opportun. Mais là, une chose est certaine, c'est que de la façon dont il s'est placé, il peut clairement jouer toutes les possibilités. Là, il peut faire toutes les passes possibles. Et ça, c'est très important. Passe courte, passe longue, là, il n'a aucun problème. Et c'est ce qui peut poser souci au niveau du pressing. Là, par exemple, on a Neuer qui récupère. Bon, là, pour le coup, la balle est venue en profondeur. C'était pas une passe d'un coéquipier, mais qui récupère une balle et le joueur adverse vient le presser. Donc là, forcément, comme la balle est mauvaise dès le départ, la première touche sera compliquée et les angles de passe sont très fermés. Là, l'idée générale, la plupart des gardiens enverraient un pétard en touche et ça serait bouclé. Bon, Neuer, évidemment, c'est Neuer. Il a mis un tour de Cruyff à l'attaquant et il est reparti relancer de l'autre côté. Mais voilà. Se posent deux questions. C'est le positionnement. Donc le positionnement va dépendre de ce que l'on recherche et de s'il y a une pression ou non. Donc positionnement, évidemment, pour agir sur le pressing de façon moderne et de façon innovante, il va falloir que le gardien joue plus haut. Et ensuite, son positionnement précis par rapport au ballon sera défini par la pression qu'il reçoit et que ses coéquipiers reçoivent, qui est elle-même définie par le style de jeu de l'équipe, le style de jeu de l'adversaire. L'important, si je devais résumer, c'est de garder une balance coût-bénéfice intéressante. Peut-être que le gardien va encaisser 2-3 buts dans la saison comme ça. C'est pas gênant s'il sait y faire face mentalement et qu'il est accompagné par ses coéquipiers et qu'il y a un plus grand avantage, que ça ouvre plus de buts. Auquel cas, il n'y a aucun souci. Par contre, si le gardien, son positionnement amène à beaucoup d'erreurs parce que le gardien n'est pas habitué à jouer balle au pied, parce qu'il n'a pas une bonne lecture du jeu, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est un gardien à l'ancienne, et ben là, il faut discuter. C'est comment dire, c'est ce qu'on voit à haut niveau, c'est-à-dire qu'on peut avoir des styles de jeu et ne pas avoir
les joueurs pour. Il y a des gardiens qui ne sont pas faits pour jouer ainsi. Pour autant, c'est important de connaître ce style de jeu parce qu'il va vraiment devenir important à l'avenir plus qu'il ne l'est déjà. Le gardien doit être de plus en plus complet sur ce style de jeu, sur la lecture du jeu, sur les sorties, et doit être capable de même devenir, comme ce que je disais en introduction, au-delà d'un simple Neuer, si je puis dire, un joueur de champ à part entière. Neuer, il est vraiment un petit peu comme un libéro, il vient récupérer les ballons qui traînent, mais il ne participe pas à la construction du jeu, et c'est ce qu'on recherche de plus en plus, des gardiens qui participent activement à la construction du jeu, et pas que sur des passes lointaines, des relances de 6 mètres, et ainsi de suite. Donc après, évidemment, il y a aussi la question de comment s'entraîner pour ça. Alors là, il y a beaucoup de possibilités, ça pourrait être une vidéo à part entière, donc je ne vais pas creuser le sujet, mais je vais donner 3 exemples. Il y a les taureaux, les jeux tactiques diverses et évidemment l'analyse vidéo. Donc par exemple, les taureaux, bon alors là, la capture d'écran n'est pas terrible, mais ça provient d'un entraînement de l'équipe nationale d'Angleterre. Donc l'idée, c'est qu'il y avait 4 gardiens sur un terrain délimité qui fait plus ou moins la taille d'une surface ennemie. Les 4 gardiens ont un but derrière eux et ils doivent se faire des passes sans sortir de leur surface délimitée. Ils subissent le pressing. Dans la vidéo, ils subissent le pressing de 2 joueurs, un ici et un autre ici. Mais c'est possible de faire à 3 joueurs également. Donc là, c'est très intéressant. Les 2 joueurs ou les 3 joueurs viennent presser les 4 gardiens et les gardiens doivent jouer en conservant le ballon. Donc là, identifier rapidement les bonnes opportunités de passe, comment réagir à un sous-effectif, si je puis dire, parce que là, certes, les gardiens sont 4, mais les 2 joueurs peuvent déjà suffire à couper pas mal d'opportunités de passe, et comment jouer sous pression. Donc c'est une forme de taureau, après on peut partir sur des taureaux plus standards, hein, évidemment. Des entraînements de terrain peuvent aussi aider les gardiens à se développer, ça c'est clair et net. Mais voilà une idée de jeu. Après, il y a des jeux tactiques diverses de relance. Par exemple, ici, c'est ce que je fais pas mal avec des jeunes joueurs, c'est que je place un défenseur ici en bleu, un attaquant ici en rouge et le gardien. Et donc, le défenseur fait la passe au gardien et dès qu'il envoie la balle, dès qu'il lâche la balle, il vient presser le gardien. Donc le gardien doit se positionner dès le début efficacement par rapport à la passe du défenseur, doit être capable d'éliminer la pression du défenseur et il relance sur l'attaquant. Et après, pour inclure l'attaquant dans l'exercice, on peut tout simplement ensuite demander, une fois que le gardien a relancé, que le défenseur aille défendre sur l'attaquant et que l'attaquant marque. Ça permet d'avoir un jeu avec un gardien, un défenseur et un attaquant. Donc le schéma, c'est le défenseur fait la passe au gardien, il presse le gardien qui lui doit relancer sur l'attaquant, et ensuite l'attaquant doit marquer en passant donc le défenseur et le gardien. Ça permet aussi d'être varié dans tous les angles, dans toutes les positions. Il y a beaucoup de possibilités. On peut aussi placer, mais ça c'est moins intéressant pour le gardien, ça sera surtout des arrêts plus simples si je puis dire. Le défenseur ici, lui faire une passe à l'attaquant et ensuite le défenseur sort sur l'attaquant. Mais il y a possibilité de faire ça en mettant par exemple le gardien sur le côté, en mettant le gardien de dos tant qu'il n'est pas tant que la passe n'est pas effectuée, en impliquant le gardien dans la passe. Par exemple, dans la construction du jeu, peut-être que le défenseur peut faire la passe à gardien ou le gardien fait la passe au défenseur qui relance sur l'attaquant. Il y a beaucoup de possibilités. Le but, c'est quand on construit des jeux tactiques ainsi, c'est d'identifier des situations de match que le gardien maîtrise mal ou que le gardien a besoin de perfectionner parce que c'est vraiment l'ADN de l'équipe pour qu'il puisse travailler ses qualités au pied. Donc, on peut être sur des exercices plus généraux comme les taureaux, mais on peut aussi vraiment être sur des jeux tactiques de relance en tout genre. Ça, c'est un autre jeu tactique possible. C'est au début tout simplement donner le ballon au gardien et lui dire ok, tu fais la passe à lui, tu fais la passe à lui, tu fais la passe à lui, sans qu'il y ait trop de mouvement. Forcément, il fait la passe à ses 3 coéquipiers et on lui fait essayer différents types de passes, différents types de contrôles, pour que le but c'est qu'il maîtrise la palette la plus large possible de passes et de contrôles. Ça peut être relance à la main, donc relance à la main proche, on fait rouler la balle au sol ou on la lance. Ça peut être relance au pied, mauvais pied, bon pied, intérieur, extérieur, loin, proche. Une fois qu'il maîtrise tout ça, on va ajouter une dimension de pressing. Donc là j'ai mis 2 joueurs pour 4 joueurs, donc c'est assez aisé pour permettre au gardien de monter tranquillement
en charge, tranquillement en charge comment dire, cognitive. Et après, quand ça devient de plus en plus facile, on peut ajouter des joueurs pour que le gardien ait de plus en plus à faire attention, à faire vraiment le bon choix. Parce que là, évidemment, comme ceux qui pressent sont en sous-effectif, ça sera plus simple. Mais plus on ajoute de joueurs adverses, plus il y a des possibilités d'ouverture différentes. Et on peut même aboutir sur des mini-jeux sur demi-terrain avec quasiment tous les joueurs pour faire des bonnes constructions. Par exemple, on peut dire, alors je veux qu'il n'y ait que des passes au sol jusqu'au milieu de terrain. Je veux ceci, cela. Donc il y a beaucoup de possibilités et la possibilité d'inclure le gardien. Il est aussi possible de placer le gardien très haut, de jouer sur lui en retrait et de lui faire travailler les différents types de relances. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de jeu tactique selon ce que l'on recherche à développer chez le gardien. Tout ça, c'est presque standard, les exercices que j'ai présentés, et beaucoup de gardiens connaissent déjà ces situations, mais souvent ils ne se rendent pas compte de pourquoi ils font ça, pourquoi ils font les choix. Donc là, c'est vraiment intégrer une conscience qui va être important. Et puis évidemment, il peut y avoir de l'analyse vidéo, euh, détecter les bons schémas de passe, voir pourquoi ils sont les bons schémas de passe, comme ce que je peux faire dans d'autres vidéos, et se poser toutes ces questions-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On se dit à tantôt.